Bonjour à tous, donc on va vous parler pendant cette présentation de l'hypertension d'origine endocrine. Donc quand on recherche une cause à l'hypertension, il faut savoir évoquer les origines endocrines et en particulier l'hyperaldostéronisme primaire qui représente 6% des patients hypertendus. Ça monte même à 20% dans des populations de patients qui ont des hypertensions résistantes. Et il faut savoir aussi évoquer des pathologies plus rares, les phéochromocytomes et les paragangliomes, et l'hypercortisolisme, qu'il soit ACTH dépendant ou indépendant. Alors, les phéochromocytomes et paragangliomes, pour commencer, ce sont des tumeurs neuroendocrines qui vont se développer aux dépens des ganglions, qui sont au niveau thoraco-abdominopelvien des ganglions sympathiques, mais également au niveau de la surrénale. Et en fait, un paragangliome de la surrénale, c'est ce qu'on appelle un phéochromocytome. Et ça peut se développer également au niveau des ganglions parasympathiques de la tête et du cou, au niveau tympano-jugulaire, vagal ou carotidien. Ce qui est important, c'est que 5% des incidentalomes surrénaliens sont en fait des phéochromocytomes, et donc il faut absolument rechercher et éliminer le phéochromocytome dans ces cas-là. Ce sont des tumeurs qui ont un potentiel de sécrétion des catécholamines, qu'on connaît sous le nom d'adrénaline, noradrénaline, dopamine. Et la particularité au niveau des paragangliomes de la tête et du cou, c'est qu'ils sont non sécrétants ou non fonctionnels dans 90% des cas. Il y a deux particularités à ces maladies également, c'est qu'il y a 15% d'évolution vers des formes métastatiques, et donc ça nécessite un suivi au long cours et en centre spécialisé, et 40% de formes génétiques à transmission autosomique dominante, ce qui rend l'enquête génétique indispensable. Alors, lorsqu'un phéochromocytome ou un paragangliome est sécrétant, on va avoir des symptômes qui sont en lien avec la décharge de catécholamines. Et l'hypertension artérielle, vous le voyez, c'est le premier symptôme. Elle est présente chez quasiment tous les patients. Elle peut être permanente ou paroxystique et elle s'associe le plus souvent à une tachycardie sinusale. Elle peut également s'associer à une hypotension orthostatique. Ensuite, vous avez la triade classique que l'on connaît, céphalée, sueur, palpitation, qui est extrêmement spécifique de phéochromocytome ou paragangliome sécrétant. D'autres symptômes, en particulier l'hyperglycémie ou le diabète, doivent être évocateurs. Et pour les paragangliomes au niveau ORL qui sont non sécrétants, on aura plutôt des symptômes de type tuméfaction, hypoacousie, acouphène ou des paralysies des nerfs crâniens. Alors, chez qui on va rechercher, on va demander une recherche de paragangliome ou de phéochromocytome fonctionnel? Eh bien, chez tous les patients qui ont une hypertension artérielle avec les signes que l'on vient de voir, les signes évocateurs. Tous les patients qui ont également des hypertensions résistantes ou juvéniles avant l'âge de 40 ans, devant un incidentalome surrénal, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis chez tout patient qui a une hypertension artérielle et un diabète avant l'âge de 50 ans et qui n'ont pas de surpoids. Comment on va faire? Eh bien, en fait, on va doser les produits de dégradation des catécholamines et pas les catécholamines directement. Les produits de dégradation ont une demi-vie beaucoup plus longue. Et ce qu'on va doser, ce sont les méthanéphrines et norméthanéphrines totales urinaires sur un recueil de 24 heures. Un seul jour suffit et il n'y a plus du tout de recueil en milieu acide, c'est plus nécessaire. Il n'y a pas non plus de régime alimentaire particulier à prescrire aux patients. On demande toujours une créatinurie des 24 heures en association pour s'assurer de la qualité du recueil urinaire. Et si c'est dans la norme du laboratoire, on peut éliminer le diagnostic. En milieu hospitalier, on peut plus facilement doser les méthanéphrines libres plasmatiques. Elles sont non remboursées en ville, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et si possible, on fera mettre le patient en position allongée pendant 30 minutes. Nous, classiquement, on le fait à la volée. Et si c'est un petit peu élevé, on recontrôle en position allongée. Ce qui est important aussi, c'est que ce n'est pas nécessaire du coup de le doser au moment du malaise, parce que les produits de dégradation sont stables beaucoup plus longtemps dans le sang, donc on peut le doser n'importe quand. Et vous voyez que ce soit en urinaire ou en plasmatique, la sensibilité et la spécificité sont excellentes. Quelques petits points d'attention, je le répète, on ne dose pas les catécholamines directement, l'adrénaline, la noradrénaline. Attention à quelques interférences de dosage qui peuvent vous fausser à la hausse les méthanéphrines, en particulier les antidépresseurs et les sympathomimétiques. On contre-indique formellement l'utilisation de bêta-bloquants, d'antiémétiques, d'antidépresseurs ou de sympathomimétiques qui vont favoriser des décharges de catécholamines. Donc, du coup, quand vous avez une suspicion de phéochromocytome ou de paragangliome, on évite tous ces traitements-là. Et en cas d'anomalie, on va adresser un centre de référence pour confirmer le diagnostic.
Alors, l'hypercortisolisme, c'est donc une hypersécrétion de cortisol qui peut être soit liée à une hypersécrétion d'ACTH par l'hypophyse, c'est le cas le plus fréquent, soit qui peut être une sécrétion autonome de cortisol au niveau d'une ou des deux surrénales. Et dans de très rares cas, on a aussi des formes ectopiques avec une sécrétion paranéoplasique d'ACTH. Vous allez avoir une hypertension artérielle chez 3/4 de vos patients qui le plus souvent va s'associer à une hypokaliémie et à d'autres symptômes. Classiquement, il y a une prise de poids avec une répartition facio-tronculaire, le classique visage lunaire avec le comblement des creux susclaviculaires, la bosse de bison, l'obésité plutôt androïde. Et puis vont s'associer aussi des signes d'hypercatabolisme cutané, les vergetures pourpres, plutôt proximales ou au niveau abdominal, les ecchymoses faciles, l'érythrose faciale. Vous pouvez aussi avoir des signes d'hypercatabolisme osseux, l'ostéopénie, l'ostéoporose, ou musculaire avec une amyotrophie et une faiblesse musculaire plutôt proximale. D'autres symptômes peuvent s'associer, l'aspagnoménorrhée, l'hyperandrogénie, le diabète, mais on a aussi à l'inverse des formes paucisymptomatiques et des patients qui n'ont pas vraiment de signes évocateurs en dehors de leur hypertension artérielle. Comment l'éliminer? S'il y a un seul test à retenir, c'est le test de freinage minute à la dexaméthasone. Donc, il faut prescrire aux patients des comprimés de dexaméthasone à 0,5 mg. Il prend 2 comprimés à minuit et vous prescrivez le lendemain matin un dosage du cortisol à 8 heures. Si ce taux est inférieur à 50 nanomoles par litre ou 1,8 microgrammes par décilitre, en endocrino, on aime bien avoir plein d'unités différentes, vous pouvez éliminer votre diagnostic. On peut aussi faire un dosage dans les urines. On va doser la forme libre dès 24 heures, toujours avec une créatinurie pour la qualité du recueil urinaire. Et là, on se fiera aux normes du laboratoire parce que ça varie selon les techniques de dosage. On peut également faire en milieu hospitalier un cycle du cortisol pour vérifier que le cycle nictéméral est bien respecté et notamment que le cortisol à minuit s'abaisse, c'est le nadir, vous le reverrez tout à l'heure. Et si on a un cortisol plasmatique à minuit en dessous de 100 nanomoles par litre ou en salivaire en dessous de 5 nanomoles par litre, on peut éliminer le diagnostic également. En deuxième intention, vous pouvez demander un dosage de l'ACTH à 8 heures pour s'orienter dans l'étiologie. À nouveau, quelques points d'attention. Le dosage tout seul du cortisol à 8 heures, c'est absolument inutile pour faire un diagnostic d'hypercortisolisme. Celui qu'on interprète, c'est celui après le freinage minute. Attention, si vous faites un dosage du cortisol dans les urines, à faire le test de freinage après la fin du recueil urinaire pour ne pas fausser votre dosage. Et puis, il y a 2 pièges classiques, c'est la corticothérapie. Quelle que soit la voie d'administration, ça peut vous fausser vos dosages. Et la contraception œstroprogestative, qui de toute façon est contre-indiquée chez la patiente hypertendue, mais qui va en fait élever la CBG, qui est la protéine de transport du cortisol, et qui va fausser vos dosages. Et en cas d'anomalie, vous pouvez adresser en centre spécialisé pour confirmer le diagnostic et poursuivre la prise en charge. Alors, pour finir, le plus fréquent, l'hyperaldostéronisme primaire, je l'ai dit, 6% des patients hypertendus, 20% dans des populations de patients ayant des hypertensions résistantes. Et le message important, c'est qu'une kaliémie normale, ça n'élimine pas un diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire. Près d'un patient sur 2 va avoir une kaliémie normale. Tout comme un scanner des surrénales normales n'élimine pas le diagnostic. Chez qui on va rechercher un hyperaldostéronisme primaire? Chez tous les patients qui ont une hypertension artérielle sévère ou résistante ou juvénile avant l'âge de 40 ans, chez les patients qui ont une hypertension artérielle associée à une hypokaliémie, qu'elle soit spontanée ou induite par la prise de diurétiques, permanente ou intermittente, devant un incidentalome surrénal si le patient a une hypertension artérielle et ou une hypokaliémie, et puis chez tous vos patients hypertendus, chez qui vous trouvez qu'il y a un retentissement sur les organes cibles ou une morbidité cardiovasculaire qui vous semble disproportionnée par rapport au niveau ou à la durée d'évolution de l'hypertension, tout simplement parce que l'aldostérone a un effet un peu toxique sur le système cardiovasculaire, elle-même indépendamment du niveau d'hypertension. Comment l'éliminer? Alors, c'est une stratégie un petit peu complexe, mais la première étape de dépistage, elle repose simplement sur la mesure du rapport aldostérone-surrénine en plasmatique. Ce qui est important, c'est que ça nécessite des conditions strictes et standardisées pour faire vos dosages. Il faut les faire le matin à jeun, au moins 2 heures après le lever, et il faut que le patient soit en position assise depuis au moins 15 minutes. On ne fait plus de dosage en position couchée debout, ça c'est terminé. On va vérifier la natriurèse parce qu'il faut que le patient ait des apports sodés normaux au moment des dosages. Et il faut également une condition de normokaliémie, donc c'est bien d'avoir un ionogramme sanguin le jour des dosages.
Et puis le plus important, c'est qu'il va falloir arrêter tous les traitements qui vont interférer avec les dosages de rénine et d'aldostérone. On arrête au moins 6 semaines les bloqueurs du récepteur minéralocorticoïde, la spironolactone, l'éplérénone, qu'on va relayer initialement par des diurétiques plus classiques, éventuellement des épargneurs de potassium comme le modamide. La pilule œstroprogestative, même combat, on arrête au moins 3 mois et normalement de toute façon c'est contre-indiqué chez les patientes hypertendues. Et ensuite on arrêtera 15 jours les IEC, les ARA2, tous les diurétiques, les bêta-bloquants et si possible les inhibiteurs calciques dihydropyridine. Sur le plan tensionnel, on aura souvent besoin de faire un relais par un traitement qu'on dit neutre, qui ne va pas interférer avec les dosages. En première ligne, on met souvent un inhibiteur calcique non dihydropyridine, le diltiazem, le verapamil, et on pourra associer un central et même éventuellement un alpha-bloquant. Si vous avez besoin d'une supplémentation potassique, il faut vraiment privilégier le caléoride par rapport au Diffuca, parce qu'il est plus fortement dosé. Si vous faites un dosage en spectrométrie de masse, un rapport aldostérone sur rénine inférieur à 46, ça vous permet d'éliminer le diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire. Alors on fait quand même attention à quelques petits points. Quand on fait la mesure du rapport aldostérone sur rénine, il faut corriger la rénine à 5 quand elle a une valeur inférieure à 5, pour ne pas surestimer ce rapport. Un exemple, si vous avez une aldostéronémie à 200 avec une rénine à 2, votre rapport, ça va être 200 sur 5, donc 40, et non pas 200 sur 200. L'hypokaliémie, elle va avoir un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion d'aldostérone. Donc s'il y a une hypokaliémie et un rapport aldostérone sur rénine normal, eh bien, il faut refaire les dosages après supplémentation pour éliminer formellement le diagnostic. On peut également demander une aldostéronurie des 24 heures. Ça peut aider dans des cas un petit peu plus modérés ou fluctuants. Et puis en cas d'anomalie, on poursuit la prise en charge en centre spécialisé pour confirmer le diagnostic et aller un petit peu plus loin dans l'étiologie. Je vais passer la parole au docteur Baron. Et donc, avec ce que vient de vous présenter Erika Cornu, vous avez dû vous rendre compte que la biologie, elle est au cœur du diagnostic des pathologies endocriniennes. Et on va revenir justement sur les outils que les laboratoires peuvent vous proposer et pour le diagnostic du phéochromocytome et du paragangliome, et pour le diagnostic de l'hypercortisolisme, et puis aussi sur le diagnostic de l'hyperaldostéronisme primaire, en reprenant le même découpage que ce qu'on vient de faire. Si on revient sur le phéochromocytome et le paragangliome, comme on vous le disait juste avant, le diagnostic va être basé sur l'augmentation de la sécrétion de noradré, d'adrénaline et de dopamine, qui sont sécrétés de manière pulsative. Ces catécholamines vont être métabolisées par la catécholamine O-méthyltransférase, COMT, qui va être une enzyme qui est très importante puisqu'elle va vous permettre de transformer la noradrénaline en norméthanéphrine. Vous verrez aussi écrit de temps en temps normétadrénaline, de transformer l'adrénaline en méthanéphrine ou métadrénaline et la dopamine en 3-méthoxytyramine. Deuxième étape de métabolisation, on peut avoir en parallèle une métabolisation par SULT1A3 qui va produire des dérivés sulfatés. Et donc finalement, ce qui va nous intéresser quand on se pose la question d'un diagnostic de phéochromocytome ou de paragangliome, c'est non pas la noradré, l'adré et la dopamine comme on vous l'a dit, mais les dérivés méthoxylés qu'on va mesurer. Ces dérivés méthoxylés ils sont présents dans plusieurs milieux biologiques, dans le sang, et ce qui va nous intéresser dans le sang, c'est les métabolites libres qui peuvent être mesurés en particulier par des techniques de chromatographie liquide avec de la spectro de masse. Et puis on peut également s'intéresser à ce qui va se passer dans les urines. Et là, dans les urines, on va avoir deux choses différentes qui peuvent être mesurées, soit également les méthanéphrines libres, donc non métabolisées, soit les méthanéphrines totales, qui sont à la fois celles qui sont libres et celles qui ont été métabolisées, en particulier sulfatées. En pratique, comment est-ce qu'on fait dans les laboratoires? Eh bien, finalement, il y a une quarantaine de laboratoires en France qui mesurent à la fois les méthanéphrines dans le sang et dans les urines, avec des techniques qui sont toutes des techniques de séparation chromatographique avec de l'HPLC ou de l'UPLC. Les techniques de détection, par contre, peuvent être un petit peu différentes et dans la majorité des cas, les techniques de détection qu'on va avoir vont être de la coulométrie ou de l'ampérométrie avec, dans certains cas, pour certaines d'entre elles, des interférences qui peuvent être liées à l'utilisation du paracétamol par les patients. Ce qui se développe de plus en plus, c'est une technique de détection avec de la spectrométrie de masse, donc de la MSMS en tandem. Ces techniques de dosage sont globalement fiables et de bonne qualité, vous pouvez faire confiance aux résultats que vous avez dans les laboratoires. Par contre, il faut quand même que vous vous méfiez des faux positifs qu'on peut avoir, comme on vous le disait tout à l'heure, qui sont liés à l'utilisation de médicaments qui vont augmenter ces métabolites, et en particulier les antidépresseurs et les sympathomimétiques.
À l'hôpital, c'est facile, vous avez en général accès aux plasmatiques et aux urinaires. Comme on vous le disait tout à l'heure, en ville, c'est un petit peu plus compliqué parce que la nomenclature de biologie médicale, pour l'instant, ne permet pas un remboursement de la mesure de la méthanéphrine libre plasmatique. Et donc, c'est une mesure qui sera facturée à votre patient si vous demandez ce dosage en ville. On revient sur la deuxième grande thématique de ces hypertensions endocrines, c'est l'hypercortisolisme. Quand on parle de cortisol, la première question finalement à laquelle on doit répondre, c'est quelles sont les différentes formes du cortisol qu'on va trouver dans les milieux biologiques auxquels on va s'intéresser. Et si on revient là-dessus, on a finalement deux formes différentes du cortisol. On a du cortisol libre, qui est le cortisol qui est actif, et c'est celui qui va avoir une action sur le récepteur glucocorticoïde, qu'on voit ici sous sa forme de molécules stéroïdiennes. Et puis on a également du cortisol qui va être lié à des protéines porteuses, et en particulier deux protéines porteuses, la CBG, qui est une protéine qui est présente en petite quantité mais qui a une très forte affinité pour le cortisol, et l'albumine en concentration importante mais avec une affinité plus modérée. En fonction du milieu dans lequel on va travailler, dans lequel on va mesurer le cortisol, on ne va pas mesurer la même chose. Si on s'intéresse au sang, avec les méthodes de mesure classiques, vous allez mesurer le cortisol total, donc la fraction libre et la fraction liée en même temps. Ce qui veut dire que si vous avez une augmentation des concentrations de CBG, vous allez aussi augmenter votre concentration de cortisol que vous allez mesurer avec votre cortisol sérique. Par contre, si on s'intéresse à deux autres milieux qui sont utiles pour les diagnostics, les urines et la salive, le cortisol va être filtré pour être éliminé dans la salive ou dans ces urines. Ce qui veut dire que le seul cortisol qu'on va récupérer est le cortisol qui est libre. Et donc, ce qu'on va mesurer ou dans la salive ou dans les urines va être indépendant des interactions avec la CBG et donc va vous permettre de vous affranchir du rôle de la CBG dans les concentrations de cortisol que vous allez mesurer. Deuxième élément important à avoir en tête quand on s'intéresse à l'hypercortisolisme, c'est que le rythme de sécrétion du cortisol est très variable, avec un rythme nictéméral que vous connaissez toutes, avec des concentrations qui sont plus élevées en théorie le matin au réveil, un nadir de sécrétion qui est plutôt autour de minuit, qui va être la valeur la plus basse qu'on va avoir au cours de la journée. En fonction de l'heure de prélèvement, la mesure de cortisol sérique va forcément être différente. Donc un outil important pour s'affranchir de ces variations et de ce rythme de sécrétion, c'est le recueil d'urine des 24 heures qui va vous permettre d'intégrer la totalité de ce qui a été excrété et sécrété au cours du nictémère. Ce qui veut dire que quand vous vous intéressez à la sécrétion d'une hormone dans les urines des 24 heures, il faut que vous soyez en mesure de vérifier que le recueil d'urine est bien fait. Parce que pour la grande majorité des patients, un recueil d'urine des 24 heures, c'est quelque chose de pénible. Donc on a des recueils qui sont parfois incomplets. Et puis pour certains d'entre eux qui sont un petit peu plus aidés, vous allez avoir aussi des recueils excessifs qui contiendront peut-être pas finalement un jour, mais plutôt un jour et demi, 2 jours, parce qu'ils ont vraiment très envie de vous aider en termes de diagnostic. Ce qui arrive de temps en temps aussi. Et donc, l'outil qu'on va avoir pour valider ce recueil d'urine des 24 heures, c'est la mesure de la créatinine qui est excrétée dans ces urines des 24 heures. Créatinine qui est le produit de dégradation de la créatine qui est produite au niveau musculaire, qui est complètement filtrée au niveau glomérulaire par le rein et que vous allez récupérer dans ce bocal d'urine des 24 heures. Si on doit vous donner des ABAC, c'est bien sûr dépendant de la masse musculaire. Donc chez un homme, on attend à peu près entre 150 et 240 micromoles par kilo et par jour de créatinine dans le recueil d'urine des 24 heures. Un peu moins chez la femme parce que la masse musculaire est moins importante, donc entre 120 et 190 micromoles par kilo et par jour. Les fenêtres sont quand même relativement larges puisqu'on a quand même une grande variabilité interindividuelle. Il faut que vous y pensiez aussi, c'est qu'il faut le prescrire sur votre ordonnance parce que ce n'est pas systématique quand le patient va au laboratoire avec un recueil d'urine des 24 heures que cette créate soit mesurée. Donc pensez-y, c'est important parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas interpréter ce recueil d'urine. Deuxième élément dont il faut se méfier sur les urines des 24 heures, il faut que la fonction rénale soit quand même globalement supérieure à 60 ml par minute pour considérer qu'on puisse se fier au recueil d'urine des 24 heures. Et donc, avec ces deux éléments en tête, on a finalement 4 outils biologiques qui vont vous permettre de confirmer ou d'infirmer un diagnostic d'hypercortisolisme. Le cycle du cortisol dans le sang, avec le nadir qu'on attend à minuit qui va nous permettre de voir s'il y a toujours un cycle ou pas, mais qui est du cortisol total. Le cortisol salivaire, donc sans ponction veineuse, qui va vous permettre également d'avoir des points de cortisol au cours du nictémère et qui va s'affranchir de cette protéine porteuse de la CBG, qui là aussi va être intéressant. Alors, autre élément important à avoir en tête pour vos patients, c'est pareil, la nomenclature de biologie n'est pas forcément très bien faite. Le cortisol salivaire, c'est un acte qui n'est pas remboursé par la Sécu et donc qui sera facturé à votre patient si c'est fait en ville. On attend globalement, si on doit se donner des cut-offs, au nadir de cortisol salivaire, des valeurs inférieures à 5 nanomoles par litre ou 0,15 microgrammes par décilitre, parce que comme on vous le disait tout à l'heure, on aime bien les multiples unités en endocrinologie. Troisième élément qui va être utile, le freinage à la dexaméthasone qui, comme on vous le disait tout à l'heure, va être un bon moyen de vérifier la frénation de l'axe.
Et le quatrième outil, le cortisol libre urinaire dont on vient de parler, qui doit être fait sur des urines des 24 heures, mais là pour lequel on va avoir des variations méthodologiques qui vont être importantes. Et donc, vous avez intérêt à faire référence aux valeurs de référence de la technique qui a été utilisée pour cette mesure. Pour finir, la troisième grande cause d'hypertension endocrine, donc l'hyperaldostéronisme primaire. Et là, on a deux outils importants pour étayer ou infirmer un diagnostic d'HAP, la rénine et l'aldostérone. Alors, on va commencer par finalement le plus facile, la mesure de la concentration de rénine active, qui est une mesure d'une protéine qui est présente dans le sang, qui est globalement de bonne qualité dans tous les laboratoires dans lesquels vous pourrez la mesurer. Il n'y a finalement que 3 techniques différentes qui existent globalement en France, donc c'est très, très comparable entre les différentes techniques et laboratoires, et puis surtout on a une standardisation internationale. 2 éléments qu'il faut juste avoir en tête sur cette rénine, c'est que la conservation des prélèvements dans les laboratoires est un élément important parce que la rénine est issue de clivage de la prorénine en rénine et que si vous mettez vos prélèvements au frigo, eh bien ce clivage va avoir lieu juste par l'action du froid. Donc la conservation des prélèvements est un élément important. Et puis deuxième chose, on n'est quand même pas très bon dans les valeurs basses et c'est pour ça, comme vous le disiez tout à l'heure Erika, qu'on va utiliser la valeur de 5 milliunités par litre quand on a besoin d'utiliser des concentrations qui sont un petit peu plus basses. Donc finalement la rénine n'est pas le point le plus critique. Là où la question est difficile, c'est quand on s'intéresse à la mesure de l'aldostérone dans le sang. Et là, on parle de concentration de l'ordre de la centaine de picomoles par litre face à d'autres stéroïdes qui sont présents à des concentrations 100 voire 1000 fois plus importantes. Donc un vrai problème de sensibilité et de spécificité. À l'heure actuelle, on a une soixantaine de labos en France qui mesurent l'aldostérone, avec pour la grande majorité d'entre eux des méthodes qui font appel à des anticorps, donc des immunodosages, avec tous les biais que peuvent avoir ces anticorps de reconnaissance croisée avec d'autres stéroïdes. Donc, méfiance sur ces méthodes immunoanalytiques. Et ce qui se développe de plus en plus, vous allez vous en rendre compte et vous allez probablement avoir de plus en plus affaire à ce type de résultats, c'est des méthodes de chromatographie liquide qui sont couplées à de la spectromasse, qui vont permettre de gagner complètement en spécificité. Maintenant, ce qu'on mesure, c'est l'aldostérone et non pas l'aldostérone et les quelques métabolites qui ont une structure relativement commune. Et c'est important de faire cette dichotomie parce qu'en termes de résultats de laboratoire, on a tous pu voir qu'entre des dosages avec un anticorps et des dosages avec de la chromatographie liquide, eh ben, on a des valeurs qui sont nettement plus basses maintenant que ce qu'on pouvait avoir avant. Et on a tous montré à peu près la même chose, qu'on a des valeurs qui sont 20 à 30% plus basses que ce qu'on avait avec les méthodes d'immunodosage. Et donc, c'est important puisque les cut-off diagnostiques, on vous l'a dit tout à l'heure, pour confirmer ou infirmer un hyperaldo primaire, c'est le rapport aldostérone sur rénine. Et donc, vous avez besoin de cut-off qui sont adaptés à cette technique de dosage. Alors pour vous donner 2 exemples, quand on était en immunoanalyse, le cut-off qu'on utilisait était plutôt de l'ordre de 64 picomoles par 1000 unités, alors que maintenant qu'on est passé en spectro de masse, on a des cut-offs qui sont nettement plus bas, avec un cut-off qui est de l'ordre de 46 picomoles par 1000 unités. Dernier petit outil qui peut vous aider dans le diagnostic de l'hyperaldostéronisme, eh c'est le recueil d'urine des 24 heures aussi avec les mêmes contraintes, qui va vous permettre de mesurer l'aldostérone qui est excrétée au cours du nictémère. Et dans cette aldostérone qu'on va mesurer, finalement, on a plusieurs choses. On a l'aldostérone libre qui est directement filtrée, ce qui est très minoritaire. De l'aldostérone qui a été métabolisée, en particulier glucuronoconjuguée, qu'on va récupérer après une hydrolyse. Et éventuellement, dans quelques cas plus rares, la tétrahydroaldostérone qu'on va aussi, dans des cas plus particuliers, mesurer. Et donc, ce recueil d'urine des 24 heures peut aussi vous aider au diagnostic de l'hyperaldostéronisme primaire. Une fois que vous avez un dépistage qui est positif, la question va se poser de prendre en charge vos patients. Et je passe la parole au professeur Amar. Donc effectivement, la question qui va se poser ensuite, ça va être la prise en charge de ces différentes pathologies. Donc je vais repartir sur la même chronologie. On va commencer par les phéochromocytomes et les paragangliomes. Donc on va s'adresser classiquement à des patients qui, dans ceux qui vont nous être adressés, vont avoir une symptomatologie, vont avoir des méthanéphrines élevées, et puis ensuite, une fois qu'on en est là, il va falloir localiser la tumeur. Et donc, dans cette localisation, ce qu'on va faire en première intention, c'est un scanner thoraco-abdominopelvien qui va nous permettre, dans la grande majorité des cas, de localiser la tumeur, puisque la taille moyenne d'un phéochromocytome ou d'un paragangliome au moment du diagnostic, elle est entre 3 et 5 cm. Donc, c'est des grosses tumeurs qu'on voit classiquement bien. Et donc, on n'a pas tant de problèmes diagnostiques. Ensuite, Erika vous l'a dit tout à l'heure, on va systématiquement adresser les patients en consultation de génétique puisque 40% de ces patients vont avoir une maladie autosomique dominante qui va nécessiter une prise en charge spécifique. On n'attendra pas le résultat de la génétique pour avancer dans la prise en charge puisque actuellement les tests génétiques malheureusement prennent plusieurs mois pour qu'on arrive à avoir le diagnostic de maladie. Et puis ensuite, on fera dans la majorité des cas un examen de médecine nucléaire. Pourquoi? Essentiellement à la recherche d'autres localisations, avec 2 types de localisations différentes qu'on peut trouver.
On cherche d'autres paragangliomes, puisqu'on a une forte prévalence de formes génétiques et que donc on peut en avoir effectivement ailleurs. Et puis on va également rechercher des métastases, puisqu'on sait qu'il y a 15% des patients qui auront des formes métastatiques. Par la suite, on va avoir un traitement chirurgical des patients. Donc, Bernard Chollet vous en a parlé ce matin. On va avoir des enjeux effectivement au moment de la chirurgie sur le traitement qu'on va introduire, sur la prise en charge chirurgicale de ces patients, sur la prise en charge périopératoire, avant, après l'intervention. Et puis ensuite, on va avoir un suivi de ces patients puisque l'histologie ne permet pas de faire la différence entre une forme métastatique et une forme bénigne. D'ailleurs, on ne parle plus tellement de forme bénigne ou maligne dans les nomenclatures actuelles de phéochromostome ou de paragangliome. En fait, on ne va parler de forme métastatique quand il y a l'apparition de métastases et malheureusement ou heureusement, ces métastases, elles peuvent survenir très longtemps après, c'est-à-dire qu'on va avoir des métastases qui vont arriver 5 ans, 10 ans après la prise en charge de la tumeur initiale. Donc, c'est des patients qui doivent être suivis. On fait un suivi qui est clinique et biologique chez tous les patients pendant au moins 10 ans, et on dit on ne sait pas ce qui se passe au-delà de 10 ans, on dit de toute façon, si la tumeur était grosse, si les patients étaient jeunes, si c'est génétique, il faut les suivre à vie. Et à ce moment-là, dans les formes génétiques, on va rajouter des imageries systématiques, mais chez les autres, on dit au moins 10 ans, et puis en fait, au-delà de 10 ans, on ne sait pas dire s'il faut continuer ou pas, puisque pour l'instant, on n'a pas encore assez de données, on est en train d'essayer d'en récupérer davantage. Donc finalement, les phéochromostomes et les paragangliomes, c'est des maladies qui sont rares, mais c'est des maladies dont on ne peut pas passer à côté du diagnostic. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un risque cardiovasculaire majeur. C'est des patients qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête tant qu'ils n'ont pas été opérés, avec notamment un risque important de cardiopathie adrénergique, le Takotsubo. On va avoir des patients qui vont faire des accidents vasculaires cérébraux, on va avoir des patients qui vont avoir des ischémies rénales, des ischémies hépatiques, et donc du coup, on évalue ces complications aiguës à environ 12% des patients, et donc c'est important de prendre en charge ces patients, même si ça reste somme toute des maladies rares. Ensuite, c'est important parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir des formes métastatiques, donc il y a 15 à 20% des patients qui vont avoir des métastases, avec essentiellement des métastases osseuses. Et puis on a également des atteintes pulmonaires et hépatiques. Et puis enfin, parce qu'on a quand même des patients qu'on peut guérir, donc au niveau de la symptomatologie, elle va régresser dans la grande majorité des cas, voire chez tout le monde. Pour ce qui est de l'hypertension artérielle, ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est qu'il y a environ 50% des patients qui sont totalement guéris, il y a quelques patients qui vont rester hypertendus. Ça, c'était pour les phéochromostomes et pour les paragangliomes. Pour ce qui est de l'hypercortisolisme, donc une fois qu'on est arrivé à ce test de dépistage positif, Erika vous l'a dit, on va doser l'ACTH pour s'orienter vers différents types de pathologies. Soit l'ACTH est freiné, et on parle alors d'hypercortisolisme ACTH indépendant. Et à ce moment-là, on va faire une imagerie sur les surrénales, puisque ce qu'on cherche, en fait, c'est soit une tumeur surrénale unique, soit une atteinte bilatérale des surrénales. Et on va avoir une thérapeutique qui va être soit une surrénalectomie. On fait parfois des surrénalectomies bilatérales chez certains patients. Et puis maintenant, on a des traitements médicamenteux avec des anticortisoliques. Quand par contre, on a une ACTH qui est élevée, ou bien alors qui est en endocrinologie, on aime bien, on dit anormalement normale, à ce moment-là, on est dans une forme d'hypercortisolisme ACTH dépendant. En prévalence, c'est plus fréquent. On a alors essentiellement des maladies de Cushing. On peut également avoir des tumeurs ectopiques qui produisent de l'ACTH. Et là, on va avoir une chirurgie hypophysaire ou bien alors un traitement de la tumeur. En termes de prise en charge de l'hypertension artérielle, pendant toute cette prise en charge diagnostique, on aime beaucoup utiliser la spironolactone. Pourquoi ? Parce que c'est des patients qui en fait ont un effet minéralo-corticoïde-like avec des hypertensions artérielles, des hypokaliémies. Et donc on va avoir une bonne efficacité de la spironolactone. On utilise en seconde ligne classiquement les inhibiteurs calciques. On passe maintenant à l'hyperaldostéronisme primaire. Donc pourquoi c'est important de diagnostiquer l'hyperaldostéronisme primaire ? Pas parce que c'est fréquent et parce que c'est d'autant plus fréquent dans les formes graves d'hypertension artérielle. Donc est-ce qu'on fait tout ce qu'Erika a dit, arrêter les médicaments, embêter les patients, etc. quand ils ont des hypertensions artérielles très sévères? La réponse c'est et comment, puisqu'en fait c'est ceux pour lesquels on va avoir le bénéfice principal. Ensuite, parce que, indépendamment du niveau tensionnel, l'hyperaldostéronisme primaire, au fait d'avoir trop d'aldostérone qui sécrète, ça a une toxicité cardiovasculaire et rénale qui est propre. On le connaît sur les modèles murins et maintenant on le connaît très bien chez l'homme. Et on sait qu'en fait, les patients qui ont un hyperaldostéronisme primaire ont un surrisque de complications. Donc là, je vous ai mis le surrisque pour les AVC, mais on a également un surrisque de caronaropathie, on a un surrisque d'insuffisance cardiaque, on a un surrisque de fibrillation auriculaire, on a un surrisque d'insuffisance rénale à terme. Donc finalement, ces patients versus des patients avec des HTA essentiels ont un profil et un pronostic qui est beaucoup plus sévère. Donc oui, il faut poser le diagnostic pour avoir une prise en charge adaptée. Et puis ensuite, parce qu'on va en guérir certains, donc on va guérir 40% des patients. Actuellement, au niveau individuel, on ne sait pas identifier lesquels. On a envie de se dire qu'évidemment, les plus jeunes sont plus guéris, ceux qui n'ont pas de surcharge pondérale, ceux qui n'ont pas d'hypertension artérielle familiale, on a un taux de guérison plus important. Et quand on regarde l'ensemble de nos populations, c'est ce qui ressort.
À l'échelon individuel, pour l'instant, on ne sait pas très bien faire et donc ça nous arrive. Moi, j'en ai un en consultation la semaine dernière, 70 ans, opéré il y a 5 ans de son hyperaldostéronisme primaire et il nous avait vraiment forcé la main parce qu'il avait 15 ans d'hypertension artérielle, du diabète et qu'il n'y a plus aucun médicament. Je ne sais pas très bien vous l'expliquer, mais c'est vrai qu'on en a de temps en temps. Moyennant quoi, chez ces patients qui sont sévères, qu'on les guérisse ou qu'on ne les guérisse pas, on arrive à les contrôler une fois qu'on les a opérés. Et donc, on a un bénéfice tensionnel dans plus de 80% des cas quand on prend en charge ces patients. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de faire ce diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire. Ou bien alors, pour en revenir à la présentation d'Aurélien de ce matin, on peut aussi se dire chez des patients qui ont des morbidités importantes, est-ce que faire le diagnostic, c'est si important que ça? Mais à ce moment-là, on les met sous spironolactone en se disant que bon an, mal an, qu'il y a un hyperaldostéronisme primaire ou pas, si ça ne nous paraît pas raisonnable de faire toutes ces étapes, au moins, on les protège avec la spironolactone. Et puis ensuite, eh bien parce qu'on va guérir l'hypokaliémie dans 95% des cas quand on opère les patients, et on va diminuer ce surrisque cardiovasculaire et rénal, qu'on les opère ou bien alors qu'on les traite médicalement. Donc la prise en charge est compliquée, Erika vous l'a dit, et puis on va se retrouver avec des patients pour lesquels finalement on va avoir un diagnostic très facile parce qu'ils ont une aldostérone très élevée, une rénine très basse, une hypokaliémie, là c'est facile. Et puis on va avoir des patients qui ont des profils qui est beaucoup plus borderline, avec des rapports aldostérone sur rénine qui sont élevés, mais des aldostérones qui ne sont pas si élevés. À ce moment-là, on va s'aider du test de charge sodée. Donc, il y a différents types de tests. C'est celui qui est le plus utilisé. On perfuse du sérum physiologique aux patients. On leur met 2 litres de sérum physiologique sur 4 heures. Et en fait, on voit si leur aldostérone s'effondre ou si elle ne s'effondre pas. Et puis ensuite, on va faire un scanner. Pour le coup, on ne vise que les surrénales puisque c'est ce qui nous intéresse. Et on se pose la question de la prise en charge thérapeutique. Si on a un patient qui a moins de 35 ans et un nodule surrénal unique, on peut raisonnablement se dire qu'il y a un lien entre ce nodule surrénal et l'hyperaldostéronisme primaire et proposer d'emblée aux patients une surrénalectomie en leur expliquant bien qu'on a de bonnes chances de les guérir parce qu'ils sont plus jeunes mais qu'on n'en est pas sûr du tout et qu'il n'y a pas non plus de danger à rester avec un traitement médicamenteux, c'est juste que dans un cas on part sur un traitement à vie et que dans l'autre cas on espère les guérir. Chez les autres patients, tous les autres patients, on ne va pas pouvoir savoir s'ils ont une forme unilatérale ou une forme bilatérale juste sur le scanner et donc on va être amené à leur proposer un cathétérisme des veines surrénales si on envisage la chirurgie et si les patients sont d'accord. Donc pour le coup, on est dans une pathologie bénigne, il n'y a pas de risque de dégénérescence maligne, on a des traitements médicamenteux même si ils ont des défauts qui permettent de prendre en charge nos patients, donc on ne force pas les patients à se faire opérer, on ne les force jamais, mais enfin là on a vraiment un discours avec eux et une discussion sur qu'est-ce qu'ils souhaitent pour leur prise en charge. Moyennant quoi, si la discussion se pose de la surrénalectomie, alors effectivement on passe par un cathétérisme des veines surrénales, donc en fait on va doser l'aldostérone dans la veine surrénale droite, dans la veine surrénale gauche, et puis on compare nos taux d'aldostérone pour savoir s'il y a une surrénale qui produit plus que l'autre ou pas. Quand on a une surrénale qui produit plus que l'autre, à ce moment-là, on peut faire une surrénalectomie, ce qui signifie qu'on va pouvoir faire des surrénalectomies à des patients qui ont des surrénales morphologiquement totalement normales. Et on a montré qu'on a exactement le même bénéfice que chez les patients qui ont un joli nodule typique. Et sinon, on va proposer aux patients un traitement médicamenteux. Et ce traitement médicamenteux, je vais y revenir, il va reposer essentiellement sur des bloqueurs du récepteur minéralocorticoïde. Donc comment ça se passe? En termes de traitement médicamenteux, on ne sait pas en fait diminuer les concentrations d'aldostérone, ou tout du moins on ne sait pas faire diminuer que les concentrations d'aldostérone sans être nocif sur le reste. Donc du coup, le seul moyen de faire ça, c'est de faire une surrénalectomie. Ensuite, on va faire un blocage du récepteur minéralocorticoïde. Donc le traitement de référence, c'est la spironolactone. Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on met plutôt des faibles doses. On dépasse rarement maintenant les 50 mg, ce qui en fait a beaucoup résolu les problèmes d'intolérance qu'on avait. Je ne peux pas vous dire qu'on n'en a plus, mais on en a vraiment beaucoup moins qu'avant. Si les patients ne tolèrent pas la spironolactone, maintenant on a accès à l'éplérénone. On n'a pas encore tous les décrets d'autorisation, mais on va quand même avoir le droit de l'utiliser avec une ATU chez les patients pour lesquels on a une intolérance prouvée à la spironolactone. Et donc à ce moment-là, on a tendance à l'utiliser à des doses qui vont classiquement à 50 mg matin et soir. Par contre, c'est 2 prises par jour. Chez certains patients, on va aller jusqu'à 100 mg matin et soir, mais en fait, ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on utilise ces 2 médicaments quand on en a besoin, en association avec des antihypertenseurs plus classiques. Donc on en a déjà parlé ce matin, finalement c'est des patients qui ont des hypertensions artérielles qui sont volodépendantes, il faut les dépléter. Et donc une fois qu'on a réglé le problème du potassium et de l'aldostérone avec la spironolactone, on va assez facilement leur donner des diurétiques thiazidiques. Et puis on aime bien utiliser les inhibiteurs calciques parce que ça a un effet sur la production d'aldostérone. Ensuite, quand on n'y arrive pas, on aime beaucoup utiliser l'amyloride qui bloque ENaC. Donc on n'a plus tous les effets de protection de l'aldostérone, mais par contre on a une très bonne efficacité sur la kaliémie, ça c'est sûr. Et quand on majore les doses, et on peut aller jusqu'à 20 mg par jour, on a également une bonne efficacité sur la pression artérielle.
Donc nous, dans le service, on utilise énormément l'amyloride et c'est des patients qu'on ne laisse jamais en fait sous supplémentation potassique au long cours parce que ça fait beaucoup de comprimés, parce que c'est pas bien toléré. Du coup, on le fait au moment des dosages parce que là, on en a besoin, mais ensuite, dès que le diagnostic est posé, on va switcher pour un traitement qui ne comportera jamais de diffucat ou de calorid. Donc finalement, notre prise en charge classique, ça va être des petites doses d'anti-aldostérone avec des antihypertenseurs classiques et effectivement, on utilise assez facilement l'amyloride. Alors finalement, on vous a présenté tous ces différents dosages hormonaux et c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un peu spécialisé et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas juste ne pas faire tout ça et faire un scanner et voir ce qui se passe. S'il y a un nodule, eh ben, on y va. S'il n'y a pas de nodule, on s'arrête là. Malheureusement ou heureusement, je passe pas si simple. Donc d'abord parce que l'incidentalome, avoir un petit nodule sur la surrénale, c'est fréquent. Donc c'est au moins 2% à 50 ans, c'est 10% au-delà de 70 ans et donc du coup, avoir un petit nodule ne nous permet pas de conclure. Ensuite, je vous ai repris les 2 derniers mois de staff surrénal qu'on a fait. Donc sur certains dossiers. Alors une patiente 55 ans, une hypertension avec une hypokaliémie, et puis elle a finalement un petit nodule surrénal droit, et en fait quand on fait le cathétérisme, il est latéralisé à gauche. Entre parenthèses, on l'a refait parce qu'on s'est dit quand même, il ne faut pas qu'on soit planté, il est bien latéralisé à gauche. Donc la patiente n'est pas encore opérée, mais en fait on va finalement lui faire une surrénalectomie gauche alors qu'elle a un nodule à droite. Ensuite, une patiente de 29 ans qui a une hypertension artérielle et une cardiomyopathie hypertrophique, c'est la patiente dont a parlé Bernard Chollet ce matin, qui, elle, pour le coup, avait bien effectivement un joli phéochromocytome qui est situé là, qui a été surrénalectomisé en février. Une autre patiente de 46 ans avec une hypertension artérielle de grade 3, une normétanéphrine à 13 fois la normale. Les surrénales sont totalement normales et finalement, elle avait un paragangliome-ORL qui sécrétait de la normétanéphrine. Donc pareil, s'arrêter juste à j'ai fait un scanner, il n'y a rien sur les surrénales et donc ce n'est pas une hypertension artérielle endocrine, ça ne marche pas. Et puis enfin, un patient de 33 ans qui a une mutation sur le gène SDHB qui prédispose au phéochromocytome, il a un nodule surrénal gauche, donc finalement on se dit quand même, il a peut-être bien un phéochromocytome, il a la génétique qui va avec, il est jeune. Et puis finalement, on lui fait un dosage de méthanéphrine qui est parfaitement normal. Et je vais m'arrêter là parce que j'en sais pas plus pour l'instant, on avance dans la prise en charge. Mais il a pour le coup un freinage minute sur le cortisol qui est pathologique. Et donc peut-être bien qu'on n'est pas dans une histoire de phéochromocytome. Enfin, on n'est certainement pas dans une histoire de phéochromocytome. On se retrouve peut-être plus dans une histoire d'hypercortisolisme. Donc on ne peut pas se contenter du scanner, on en a besoin. Mais pour toutes ces hypertensions artérielles endocrines, on doit avoir des dosages hormonaux absolument. Pour conclure, on vous a préparé des petites ordonnances un peu toutes faites du bilan hormonal qu'on doit faire sur la prise en charge thérapeutique quand on va être amené à arrêter les traitements antihypertenseurs et aux options de traitement neutre qu'on peut avoir, sur le fait qu'on précise systématiquement dans nos ordonnances que ce traitement doit être mis en place pendant 2 semaines et qu'il ne faut pas perdre de vue les patients avec ce traitement neutre. Sur la prescription du freinage minute, on a également un lien de site internet qu'on donne aux patients qui leur donne des explications sur comment faire un freinage minute. Et puis sur les différents bilans biologiques qu'on va faire pour rechercher un hyperaldostéronisme primaire, pour rechercher un phéochromosome ou un paragangliome et pour rechercher un hypercortisolisme. Je vous remercie pour votre attention.